Werner Herzog est né en 1942 à Munich. Il réalise et finance son premier court-métrage à l'âge de 19 ans. C'est le début d'une carrière qui va courir sur plus de 50 ans. Il incarne le renouveau d'un cinéma allemand. En novembre 1974, Herzog apprend que son amie, Lotte Heiner, la grande historienne du cinéma allemand, est tombée malade. Il décide de quitter Munich à pied et de marcher vers Paris en suivant un itinéraire aussi proche que possible de la ligne droite, avec, comme il dit, la certitude qu'elle vivrait si j'allais à elle à pied. De cette aventure, Herzog publiera le carnet de voyage Sur le chemin des glaces. 50 ans plus tard, Bruno Gélin, Clément Bertani et Guilhem Laugereau empruntent ce même chemin dans les pas du cinéaste. Le point de départ, c'est vraiment Herzog, sa filmographie. J'ai été quand même percuté par des films comme Fitzcarraldo, qui est le film le plus cité. Et puis petit à petit, j'ai découvert tous ses courts-métrages, tout son travail de documentariste aussi. Ça fait maintenant quasiment 20 ans que je m'intéresse à ce drôle de personnage. Et j'ai découvert aussi, il y a plusieurs années, ce texte, Sur le chemin des glaces, qui est un récit autobiographique. En novembre 1974, il apprend par un ami parisien que Lotte Eisner est très malade et qu'elle risque de mourir. Lotte Eisner, c'est une grande amie à lui et même un peu au-delà, puisque il la considère comme un mentor. Il faut savoir que Lotte Eisner a fui l'Allemagne nazie, a rejoint Langlois à Paris, est devenu le bras droit de Langlois à la Cinémathèque et a passé une bonne partie de sa vie à créer un pont générationnel entre les cinéastes d'avant-guerre, Murnau, Fritz Lang, et ce qu'on a appelé la nouvelle génération du cinéma allemand, avec Fassbinder, Wenders et puis évidemment Herzog. Et elle a beaucoup soutenu Herzog dans son parcours, dans son travail. Et donc il reçoit le coup de fil de cet ami qui lui dit que Lotte Eisner risque de mourir. Elle a été hospitalisée près de Paris. Et il décide sur un coup de tête de quitter son appartement munichois. Il prend une paire de bottes un peu neuves, un sac à dos, un petit carnet pour pouvoir écrire, des instruments chirurgicaux pour pouvoir ouvrir les maisons secondaires qui croisent et pouvoir s'abriter. Et il prend la route à pied en se disant que tant qu'il marcherait vers elle, elle ne pourrait pas mourir. Ce qui démarre comme un récit de marche, très vite se transforme en texte d'apprentissage. Il y a comme une sorte de malentendu par rapport à ce texte, parce qu'au début, on est sur du descriptif. Les paysages traversés, les endroits, les villes, les conditions météorologiques qui sont en 1974 extrêmement dures. C'est un hiver vraiment rigoureux. Et puis petit à petit, on glisse sur un état intérieur. Les paysages décrits commencent à se transformer en description de paysages intérieurs. On accompagne la transformation d'un être qui, dans la marche, commence à perdre tous ses repères. Ce que raconte vraiment le chemin des glaces, c'est que par des dérèglements successifs, le rapport à la réalité change. On peut voir un être qui arrive presque à un état de transe, ou en tout cas qui est confronté, et ça c'est un terme d'Herzog, à une sorte de vérité extatique, une autre lecture ou compréhension du monde. Il y a plein de choses secrètes cachées à l'intérieur de ce texte-là. C'est un peu comme La Marche, c'est-à-dire qu'il faut vraiment le relire beaucoup de fois pour commencer à comprendre des sortes de dramaturgie secrètes. Plus il avance sur le parcours, et plus on peut douter de la réalité des rencontres. Vraiment, si on est attentif, on peut s'interroger sur les présences qu'il croise, si ces présences appartiennent au monde des morts ou des vivants. Ça m'est apparu bien plus tard et sans doute pendant la marche, mais c'est presque une réécriture du mythe d'Orphée.
C'est-à-dire qu'à la fois, en essayant d'aller sauver Lott Eisner, je pense qu'il ne sauve pas une seule vie, il en sauve deux. Parce que lui-même est à un moment de sa vie très particulier. Et je crois que pour aller sauver Lott Eisner, il est obligé de traverser certains enfers. Pour finalement, puisque quand il arrive à Paris, Lott Eisner est encore en vie, et qu'elle va vivre encore pendant 8 ans. Et au bout de 8 ans, un jour elle l'appelle et elle lui dit bon écoutez Werner, il y a 8 ans vous avez jeté un sort pour que je reste en vie. Aujourd'hui j'ai une vie bien remplie, je suis quasiment aveugle, je ne peux plus lire de livres, je ne peux plus regarder de films, je suis fatigué. Je vous demande l'autorisation de partir. Il faut enlever ce sort pour que je puisse quitter ce monde. Et lui, un peu sur le ton de la plaisanterie, a dit « Bon d'accord, je m'en occupe, je le fais ». Et il se trouve qu'elle est morte 10 jours plus tard.